Bienvenue dans votre rendez-vous études littéraires et linguistiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Diokel Sarr. Professeur Diokel Sarr est maître de conférence, professeur de littérature française à l'UGB, spécialiste du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il est l'auteur d'un recueil poétique, Cantique des Météores, publié en 2019 dans les presses universitaires de Dakar, d'un roman Les démons de la perversité, publié en 2023, Harmattan, Sénégal, et de nombreuses productions scientifiques autour du Moyen-Âge et de la Renaissance. Professeur, nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans ce plateau. Voilà, merci beaucoup Babacar. Je voudrais d'abord, au nom de tout le corps professoral, te remercier et te féliciter pour cette belle initiative et te dire que c'est du mérite parce que vous nous donnez l'occasion de prolonger autrement les enseignements-apprentissages qui seront désormais, pour ce cas particulier, dans de pareilles circonstances, corrélés, n'est-ce pas, des questions qui nous interpellent, n'est-ce pas, dans notre vie quotidienne. Alors, nous autres collègues de la littérature française, les interviews que vous nous accordez, comment dirais-je, vont nous permettre de lire une littérature qui date de longtemps, des œuvres fictives, à l'aune ou bien à la lumière, n'est-ce pas, des temps actuels. Alors, c'est pour avoir une, comment dirais-je, faire un clin d'œil au professeur Moustapha qui aime bien Yves Citon, n'est-ce pas? Il nous parle d'Yves Citon, qui dans son ouvrage intitulé Lire, interpréter, actualiser, publié en 2007, n'est-ce pas? Donc, cherche bien sûr à amener ou bien à convaincre les non-littéraires à, comment dire, à saisir, n'est-ce pas, d'appréhender, donc à saisir ou bien à appréhender l'intérêt social que sont porteuses les œuvres que nous enseignons, les études littéraires de manière générale. Alors, j'adresse tout de même mes remerciements à Souleymane Ndiaye, le réalisateur, notre Soumarou Paulin Vieira, dont nous avons célébré le centenaire, n'est-ce pas, avec le colloque initié par le professeur Khalidissi. Donc, voilà, donc c'est ce que je voulais poser comme quelques mots en guise de remerciement. Merci beaucoup, professeur, pour cette belle présentation et pour ces remerciements. Notre sujet aujourd'hui s'intitule Une spirale de paradoxes. Et si le Moyen-Âge et le XVIe siècle finissant éclairent nos temps actuels? L'occasion nous sera donnée aujourd'hui de revisiter les représentations faites de ces temps. Et vous avez bien d'évoquer Yves Citon pour montrer qu'en réalité, il n'y a aucune œuvre qui est révolue. Toutes les littératures peuvent être relues et adaptées à notre contexte. Professeur, pouvez-vous revenir un tout petit peu sur le Moyen-Âge? Pouvez nous faire une introduction sur le Moyen-Âge? Voilà, merci beaucoup Babacar. C'est une question qui va beaucoup me plaire, qui va me permettre, comme je l'ai évoqué tantôt, de lire, de réactualiser une littérature qui date de très longtemps, au Moyen-Âge, qui est une période qui est victime d'une injustice. Alors, pour enseigner l'humanisme en classe de seconde, donc nous avons été profs de français, donc on vient de lycée, avant l'université c'était le lycée. Alors, pour enseigner l'humanisme, le XVIe siècle en tant que tel, on venait avec une définition toute faite, n'est-ce pas, provenant de préjugés, bien sûr, oui, c'est de parents pauvres, le Moyen-Âge, comment dirais-je, qu'on définit comme une période barbare et obscure. Alors, on a tendance à occulter le côté positif que nous pouvons, n'est-ce pas, dont nous pouvions bénéficier en quelque sorte, n'est-ce pas? Vous voulez dire donc que les définitions qui sont faites, qui sont données du Moyen-Âge ne reflètent pas tout à fait la réalité. Exact. Il y a un côté qui est occulté. Voilà, exactement. Donc, qu'il faut, voilà, exactement réhabiliter, véritablement, pour qu'on puisse, comme pour retourner au titre, pour que cette période puisse éclairer nos temps modernes. Parce que quand on enseigne la littérature française, par exemple, on a tendance à suivre à voir une évolution de la littérature, n'est-ce pas, qui suit une certaine chronologie parlant donc de temps, de temporalité,
et qui semble donner à chaque période, ou bien donner l'impression que chaque période, n'est-ce pas, chaque époque semble revendiquer une hégémonie, n'est-ce pas, si vous voulez, une supériorité, donc par rapport à la période qui la précède. Ce qui me paraît un peu, parlant du Moyen-Âge, parlant du XVIe siècle finissant, également, ce qui me semble un peu faux. Alors, quand on parle du Moyen-Âge, oui, on pense automatiquement à la guerre. Donc, ça, Erasme de Rotterdam nous dira que c'est le propre des fauves. Aucune guerre ne se justifie valablement. C'est Rabelais qui nous dira que, oui, on peut aller en guerre, mais une guerre qui doit être justifiée valablement, c'est-à-dire une guerre qui se fait, donc si on utilise un terme de droit, légitime défense en quelque sorte. Alors, donc, ce n'est pas le côté négatif qui me concerne particulièrement. En tant que spécialiste, je voulais mettre l'accent sur les valeurs, n'est-ce pas, qui peuvent nous provenir du Moyen-Âge et qui peuvent éclairer, n'est-ce pas, si vous voulez, notre actualité, les temps actuels. Donc, vous voulez dire que les temps, comment dire, l'époque médiévale a bien et bien des aspects positifs que les littératures n'ont pas pu montrer. Voilà, exactement. Sinon, qui ne sont pas autant vulgarisés que, n'est-ce pas, si vous voulez, le côté négatif qui fait que on donne cette définition fautive, comme je l'ai dit tout au début. Et d'ailleurs, si on dit Renaissance, avec l'époque qui vient, on a l'impression que ce Moyen-Âge-là n'est pas une époque honnie, répudiée, n'est-ce pas, si vous voulez, est inférieure, n'est-ce pas, par rapport à l'époque qui suit. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quand je parlais de chronologie, raisonnant en termes de temps. Alors, donc, c'est cette renaissance, c'est ce 16e siècle qui va décevoir vers sa fin, n'est-ce pas? L'époque baroque, marquée par des guerres de religion entre catholiques et protestants, qui a, certes, parlant de guerre, donc un côté négatif qui peut donner l'impression que retourner au Moyen-Âge un peu par rapport à barbarie, mais qui a ses valeurs également, et j'y reviendrai, voilà, si vous voulez, avant la fin de l'émission, parce que là-bas aussi, il y a des oui, j'allais même poser cette question-là. Voilà, quelles sont les valeurs qui sont vulgarisées dans le Moyen-Âge? Voilà, effectivement. Alors, quand on parle de paradoxe, c'est que je peux répondre par oui et non. Il y a une part de vérité dans cette définition qu'on donne du Moyen-Âge, une époque barbare et obscure. Oui, barbarie parce que, donc si on rejoint Erasme, c'est que aucune guerre ne se justifie valablement et ce n'est pas le propre de l'homme aussi, ce n'est pas souhaitable. Mais on parle d'œuvres littéraires. Alors, dans une perspective littéraire, donc ce qui fait que Yves Citon, parlant d'actualisation, n'est-ce pas, veut amener les non-littéraires à ne plus se faire l'idée selon laquelle la littérature n'est que du simple blabla, n'est-ce pas, si vous voulez, de la fiction, n'est-ce pas. Donc, on peut véritablement apprendre beaucoup de choses à partir, n'est-ce pas, si vous voulez. On peut, si vous voulez, voir une lumière, n'est-ce pas, si vous voulez, éclairer nos lanternes à partir des œuvres de fiction que nous lisons. Alors, c'est pour dire quoi exactement? Donc, la guerre n'est qu'un prétexte au Moyen-Âge pour vulgariser des valeurs. Alors, donc, c'est pourquoi je dis que c'est oui et non à la fois. Donc, il y a une lumière que nous pouvons aller chercher dans le Moyen-Âge pour éclairer nos temps actuels. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, l'aventure du chevalier au Moyen-Âge est motivée par l'envie de guerroyer. Alors, la pratique de la guerre favorise la vulgarisation de valeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur lesquelles, n'est-ce pas, je vais insister. Alors, il va guerroyer pour sauver son fief. Alors, contre les exactions commises par des chevaliers venant d'horizons, d'autres horizons. Alors, c'est une forme de patriotisme, dans une certaine mesure, par rapport au rôle que le chevalier va jouer dans la société. C'est protéger les faibles. La femme qui est victime, n'est-ce pas, d'un rapt, par exemple, ça peut être la reine, ça peut être une femme, donc, ça symbolise la faiblesse. L'enfant, et là, c'est une forme d'humanisme hygolien avant le terme en tant que tel. Alors, donc, de l'autre côté, c'est promouvoir des valeurs. De quel genre? Des valeurs que l'on voit qui fait que le personnage est l'homme idéal, l'homme que l'on voudrait avoir dans la société. C'est des valeurs comme le courage, la bravoure, la résilience, l'endurance, la fidélité également. Et un peu par rapport à l'amour, c'est de cela qu'il est question. Alors, donc, je ne sais pas si on va un peu détacher, suivre la progression du point de vue temporel, mais de toute façon, je voulais faire un va-et-vient entre, comment dirais-je, le Moyen-Âge et les temps modernes. On va revenir sur le Moyen-Âge, mais tout à l'heure, vous avez montré que la guerre, par exemple, qui est prise comme prétexte pour parler de barbarie, peut être
en réalité une forme de patriotisme. Je pense à Plutarque qui raconte une femme qui, après la guerre, ne s'est pas plaint pour avoir perdu ses 2 fils, mais se félicite parce que son pays a gagné. Donc ça aussi, ça peut faire l'objet d'un patriotisme, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Voilà, donc vous ne faites que renforcer l'idée. Et là, maintenant, je ne sais pas s'il y a automatiquement une question qui va dans le sens de voir un peu comment le Moyen-Âge peut être une lumière, parce que ça, c'est des valeurs déjà. J'allais poser cette question. D'abord, parlez-nous de la Renaissance. Qu'est-ce qui a marqué cette rupture de cette première époque vers la Renaissance? En termes de chronologie, voilà, donc il y a une volonté à un certain moment de rompre avec le Moyen-Âge et de retourner vers l'Antiquité. Et c'est ça véritablement qui caractérise cette époque qui peut être considérée au début du XVIe siècle comme une période qui dépasse en mérite, n'est-ce pas, qui revendique une certaine suprématie, une hégémonie, donc une manière de voir autrement le monde, n'est-ce pas, donc le monde connu est plus élargi, n'est-ce pas, l'homme, conformément au mouvement humaniste, n'est-ce pas, revendique des valeurs, n'est-ce pas, par rapport, contrairement au temps présent, comment dirais-je, passé, un peu en se fondant sur ses préjugés. Cette définition qu'on donne du Moyen-Âge et qui ne relève que de préjugés. Mais pourquoi on parle de spirale je retourne au titre tout simplement, voilà, pour être plus explicite. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas une chronologie, une linéarité qui semble s'expliquer justement pour que chaque période qui arrive, n'est-ce pas, si vous voulez, en cours, puisse, n'est-ce pas, revendiquer une certaine suprématie, une certaine hégémonie par rapport à l'époque qui la précède. Parce que vous avez vu que ce qui va suivre, les dernières années du XVIe siècle, l'époque baroque est caractérisée par la guerre, les troubles. C'est comme si on retournait au Moyen-Âge. C'est pourquoi, n'est-ce pas, si vous voulez, il faut comprendre cette métaphore de la spirale, n'est-ce pas, si vous voulez. Donc, comme le Moyen-Âge, dans la Renaissance aussi, il y a un dit et un non-dit. Un dit et un non-dit également. Oui, très bien. Le dit, c'est l'impression qu'on a que au XVIe siècle, l'homme est devenu, prend une certaine hauteur. Oui, c'est ce que l'humanisme va nous dire. Mais qu'en est-il maintenant? On nous dira que l'humanisme consiste à bien faire l'homme. Voilà, exactement. Donc, mais ça, c'est un échec, n'est-ce pas? Donc, c'est comme si on retournait. C'était pire qu'au Moyen-Âge, d'ailleurs. Parce que j'ai évoqué certaines valeurs du Moyen-Âge. Mais tout à l'heure, je peux retourner en arrière pour vous dire que, parlant de la guerre, cette période caractérisée par la barbarie, l'époque baroque en tant que telle, donc, si vous voulez, était pire que, n'est-ce pas, le Moyen-Âge, régional en termes de guerre. Parce qu'au Moyen-Âge, le chevalier vaincu, n'est-ce pas, vainqueur autant pour moi, n'avait pas le droit, si je peux m'exprimer ainsi, de continuer à brutaliser, n'est-ce pas, le chevalier qui est vaincu. Ça, c'est le code courtois, n'est-ce pas, qui l'impose. Quand je retourne un peu vous lire une citation tirée de Lancelot ou le chevalier de la charrette, nous pouvons lire, je cite, « Dans la mesure où le vaincu a fait appel à sa clémence, lui sera-t-elle refusée? Non, car il ne lui est jamais arrivé de refuser de faire grâce au moins une fois à quiconque, fût-il son pur ennemi, dès qu'il l'avait vaincu et contraint à lui crier merci. Mais il n'avait cependant jamais accordé plus. Donc, selon son habitude, il ne refusa pas de faire grâce à celui qui l'en implore. » Alors, l'époque baroque vient après. Alors, le Moyen-Âge, est-ce que ne peut-il pas donc refléter une certaine lumière pour dire que, n'est-ce pas, même si c'est l'ennemi, c'est une forme d'humanisme. Voilà, c'est une forme d'humanisme dans une certaine mesure. Et c'est des valeurs qui sont vulgarisées un peu en rapport avec véritablement la guerre, qui semble, n'est-ce pas, d'après donc les exégètes par moment, n'est-ce pas, sont des complices, je peux dire. C'est eux qui doivent éclairer la lanterne, n'est-ce pas, des profanes, n'est-ce pas, si vous voulez, en mettant en avant véritablement certaines valeurs. Professeur, en vous écoutant, j'ai l'impression que l'aspect politique a un peu dissimulé la part positive de cette époque-là. Oui, on peut le dire dans une certaine mesure. Mais il faut comprendre que parmi les arguments qui poussent, n'est-ce pas, qui amènent à dire que le Moyen-Âge est une période, si vous voulez, caractérisée par une certaine brutalité, c'est que l'homme qui se libère à l'époque suivante ne voulait pas véritablement donc se subordonner par moment dans une certaine mesure, cette société étant hiérarchisée de manière rigoureuse. Mais si on voit
que si on compare, n'est-ce pas, pour que le Moyen-Âge puisse, n'est-ce pas, rejeter, comment dirais-je, ces lumières puissent éclairer notre temps moderne, c'est que cette hiérarchisation avait, n'est-ce pas, si vous voulez, son lot de désagréments, mais avait également participé également à la cohésion sociale dans une certaine mesure. Parce que cette hiérarchisation n'est plus d'actualité. De telle sorte que c'est un monde véritablement, n'est-ce pas, donc l'autorité fait défaut, n'est-ce pas, si vous voulez, aller dans l'Internet, cette toile qui est le champ par excellence, n'est-ce pas, qui est l'expression de la haine, n'est-ce pas, si vous voulez, donc il n'y a plus d'autorité, l'autorité religieuse, si vous voulez, tremble devant, n'est-ce pas, les internets, ainsi de suite, et que l'autorité même, politique également, tremble devant tout le monde, ainsi de suite. Voilà, donc... merci beaucoup, professeur. Je rappelle que le sujet, c'est si le Moyen-Âge et le XVIe siècle finissant éclairent les temps modernes. Venons-en maintenant au temps moderne. Alors, pour vous, les temps modernes, c'est un semblant de luminosité. Oui. C'est-à-dire, pourquoi pensez-vous que l'époque qui est décrite comme une civilisation, en réalité, n'est pas meilleure que ces deux époques que nous venons d'évoquer tout à l'heure? Exactement. Donc, un semblant de luminosité, donc, qui finit par être une nébuleuse en réalité. Donc, alors, ce qui est au devant, ce qui paraît, ce qui est apparent, c'est véritablement une sorte de lumière, n'est-ce pas, qui cache une ombre, mais c'est véritablement, si vous voulez, une ombre. Parce que l'homme, quand je te donne l'exemple, le passage avant d'en arriver, bien sûr, à mon corpus, à mon sujet en tant que tel, du 19e siècle au 20e siècle, vous avez vu que l'homme au 19e siècle déjà revendique une certaine, n'est-ce pas, il semble voir un peu sa maturité croissante, n'est-ce pas, le développement du machinisme, le positivisme et tout, il semble dominer le monde, n'est-ce pas, le machinisme et ainsi de suite. Mais c'est cet homme qui, véritablement, semble ravaler à un rang inférieur parce que c'est lui qui confectionne les armes qui vont participer à sa ruine. Alors, ce n'est pas une civilisation, ce n'est pas le progrès, ce n'est pas, si vous voulez, donc ce n'est pas avoir au sens positif du terme, mais c'est un retour en arrière. Alors, donc là, véritablement, si tu vois un peu cette dichotomie, ce paradoxe, n'est-ce pas, vous verrez que l'autre l'a bien compris, Paul Valéry. Il nous dit que nous, autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Vous voyez bien. Alors, c'est le cas ici. Cette période, comment dirais-je, mon domaine de prédilection, un peu cette période que j'aime bien, le XVIe siècle, vous avez vu, ça c'était beaucoup plus, comment dirais-je, flagrant, hein, de l'humanisme aux guerres de religion en passant par les réformes. C'est l'extrême cruauté qui semble ravaler l'homme au rang de bête, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est pour dire que, véritablement, ce n'est pas parce que certaines périodes, n'est-ce pas, les plus actuelles vont brandir des mots comme progrès, comme ainsi de suite que véritablement. Sont des artifices. Voilà, exactement. Donc, c'est sorte, quand j'utilise le lexique de la peinture, par exemple, le domaine pictural, c'est comme une sorte de portrait en trompe-l'œil, n'est-ce pas, si vous voulez. Ce que tu vois au premier, donc, c'est une pure et simple illusion, si je peux m'exprimer ainsi, n'est-ce pas? Professeur, vous semblez donner raison aux théories néo-évolutionnistes qui pensent qu'il y a un bouleversement des stades par lesquels seraient passées les sociétés. Comme quoi, cette époque qui est souvent décrite comme civilisation est en réalité la sauvagerie. Et les premières époques pourraient même être considérées comme des époques de la civilisation. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure concernant le Moyen-Âge, par rapport concernant ces valeurs-là, n'est-ce pas? Oui. Donc, il y a ces lumières-là qui semblent être, voilà, exactement, reléguées au second plan au profit de ce qui peut ressembler à une sorte d'ombre, n'est-ce pas, si vous voulez, de nébulosité, d'obscurantisme, qui véritablement, si vous voulez, est relégué au second plan au profit de valeurs, n'est-ce pas, qui font que, donc, les temps actuels, n'est-ce pas, donc, ne sont pas plus méritants que, n'est-ce pas, les époques lointaines qui sont souvent sur ce plan. C'est plutôt un retour à la barbarie, à une vraie nébuleuse. Dans une certaine mesure. Et là, c'est dans ce sens que je parle comment j'utilise cette métaphore de la spirale, dans une certaine mesure, pour invalider un peu cette idée. Donc, quand tu vois un peu l'évolution de la littérature, ça donne l'impression, véritablement, d'une évolution chronologique linéaire qui semble, n'est-ce pas, discréditer, si vous voulez, les époques les plus lointaines et que les autres revendiquent une certaine suprématie. Tout à l'heure, vous avez fait mention du 19e siècle avec l'homme qui est machinisé, entre autres. Alors, vous croyez donc que le statut de l'homme
au XVIe siècle, qui est souvent défini comme vertu et savoir, a tout à fait été bouleversé. Oui, ça c'est depuis l'époque baroque, on peut le dire. Hein. Parce que quand l'humanisme, par exemple, si vous voulez, revendique des valeurs comme la liberté, la justice, l'égalité, alors est véritablement soumet tout avant le philosophe du XVIIIe siècle même, n'est-ce pas, truchement, n'est-ce pas, à comment dirais-je, oui, cet esprit critique, n'est-ce pas, cet esprit de libre examen qu'il développe, qu'il nourrit, n'est-ce pas, si vous voulez, à outrance, véritablement tombe à l'eau prématurément, et que donc il n'est pas question de parler de vérité, n'est-ce pas, cette valeur, si vous voulez, qui semble être au début du XVIe siècle, si vous voulez, anéantie, n'est-ce pas, si vous voulez, par les auteurs de la Pléiade, qui sont là, le poète de la Pléiade, par exemple, au début du XVIe siècle, en rapport avec le thème de l'amour. Donc, ne préconisez pas cette vérité et cette sincérité. Ça, c'est un amour véritablement chimérique qui est là, n'est-ce pas, si vous voulez, dont la finalité est de créer, bien sûr. Ça a une finalité un peu artistique, mais la vérité va s'imposer à une époque durant laquelle, n'est-ce pas, à une époque considérée comme une époque véritablement qui semble être un retour, n'est-ce pas, au XVIe siècle. Non. Alors, la vérité s'impose à la fin du XVIe siècle. Elle n'était que donc que de simples mots, un simple mot brandi comme ça au début du XVIe siècle. Alors, mais la vraie vérité, la revendication de la vérité en tant que telle, comme pratique, c'est un peu en rapport avec la réforme, n'est-ce pas, qui va dans l'optique véritablement de retourner vers la religion dans son origine. Là, donc, la vraie religion qui se fonde sur le livre révélé, n'est-ce pas, si vous voulez, le discours évangélique en tant que tel. Ce que certains philosophes du XVIIIe siècle appellent la religion naturelle. Voilà, exactement. Donc, ce qui est différent, véritablement, de cette religion truquée, véritablement, qui n'est pas un modèle à pérenniser. Et c'est exactement, donc, les hommes qui s'y connaissent véritablement, qui s'investissent dans la création littéraire, les gens de Rabelais du XVIe siècle, les gens d'Erasme de Rotterdam, n'est-ce pas, si vous voulez, ont voulu vulgariser, n'est-ce pas, à travers leurs idées, n'est-ce pas. Merci beaucoup, professeur. Pour finir, venons-en à notre dernière question. Comment le XVIe siècle et l'époque médiévale peuvent éclairer les temps actuels? Voilà, donc, merci beaucoup. Ils peuvent éclairer les temps modernes dans la mesure où ce qui était, malgré cette définition qu'on donne du Moyen-Âge, n'est-ce pas, elle est une nébuleuse, c'est une période barbare et obscure, nos temps actuels, au même titre que, n'est-ce pas, je l'ai brossé tout à l'heure, le XVIe siècle finissant, caractérisé par la guerre, les deux, n'est-ce pas, si vous voulez, quand on évoque les temps, le baroque, le Moyen-Âge, c'est la guerre qui revient, n'est-ce pas. Alors, le Moyen-Âge peut nous révéler, n'est-ce pas, donc, peut se révéler, n'est-ce pas, si vous voulez, lumineux et éclairer les temps modernes par rapport aux valeurs dont j'ai parlé tantôt. Mais si c'est les temps actuels, par exemple, c'est véritablement l'homme qui arrive à un certain degré de maturité. L'Internet, on parle de IA et tout. Donc, ça, c'est un pouvoir, n'est-ce pas, que l'homme a. Mais véritablement qui ne lui donne pas, véritablement, qui ne donne pas, mais qui ne permet pas de l'élever à un certain niveau par rapport aux actes qu'il pose au quotidien. Qu'est-ce qui caractérise les temps modernes qui semblent nous ravaler, contrairement à l'idée qu'on se fait de civilisation, de développement, de progrès. Donc, ça peut être quoi, par exemple? Si on reste en Afrique, par exemple, restant avec l'actualité toujours. Alors, de nos jours, les biens publics, j'ai parlé de la guerre comme une occasion pour faire montre d'un patriotisme. Les temps actuels maintenant, pourquoi la lumière peut, comment dirais-je, s'agit comme, n'est-ce pas, citons, n'est-ce pas, pour rejoindre, citons, voilà, que j'ai cité tout à l'heure, que nous avons cité tout à l'heure. Alors, en Afrique, par exemple, ça ne rime pas avec le patriotisme, le fait de vandaliser, n'est-ce pas, si vous voulez, les biens publics, qui sont vandalisés tout le temps. Ça commence par les étudiants. Alors, les édifices publics ne sont pas respectés. C'est véritablement de l'insécurité, de l'insalubrité autant pour moi, des affiches, des écritures véritablement, et les institutions ne sont plus respectées, n'est-ce pas, sont désacralisées dans une certaine mesure. Au niveau international, qu'est-ce qu'on voit?
Des organismes chargés de garantir, j'ai dit tantôt, parmi les valeurs, le rôle que joue le chevalier au Moyen-Âge. Je disais tantôt que, pour dire que le Moyen-Âge peut éclairer notre temps moderne, j'ai parlé tantôt de la hiérarchisation. C'est une société assez hiérarchisée et que véritablement l'autorité avait quand même, on lui vouait un respect, voilà, si vous voulez, il était vénéré, divinement vénéré, et cela participait à la cohésion sociale, n'est-ce pas, au respect des institutions. Quand on vient voir notre temps moderne, cette hiérarchisation, tout est déconstruit, déstructuré de sorte que l'autorité tremble devant le subalterne qui dicte maintenant ses lois. Et l'Internet est là pour le confirmer, n'est-ce pas? Alors, les autorités chargées de faire une médiation, n'est-ce pas, si vous voulez, d'intervenir dans certaines circonstances, tremblent, n'est-ce pas, ont peur de s'engager, sinon s'engagent à leur risque de péril. Ah, quand même, ça fait, donc, si vous voulez, donc, il n'est plus question de parler d'autorité, n'est-ce pas, vénérée, de telle sorte que les institutions sont discréditées jusque à la religion même, n'est-ce pas, si vous voulez. Même l'autorité religieuse, si vous voulez. Alors, dans les temps actuels, toujours pour renforcer l'idée, donc, c'est négatif. Alors, pour dire que les valeurs peuvent nous venir d'ailleurs, rien qu'en utilisant, en considérant le mot hiérarchie, comme je l'ai dit tantôt, mais de vaines adversités, par exemple, j'ai parlé tantôt, conformément au code courtois, n'est-ce pas, de cette obligation qu'a le vainqueur de ne pas continuer à brutaliser. Ça, c'est donc une certaine réglementation, n'est-ce pas, un code qui est là, n'est-ce pas, des lois qui sont respectées, qu'on n'ose pas, n'est-ce pas, si vous voulez, enfreindre, n'est-ce pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit actuellement de nos jours, quand je reviens au temps moderne? Alors, l'envie de satisfaire comment dirais-je, des intérêts crypto personnels fait que le mensonge est érigé même en valeur, est légalisé dans une certaine mesure. Et c'est le cas des VAR, n'est-ce pas, si vous voulez. Donc, pour continuer toujours, la femme, ce qu'elle représentait conformément au code courtois, une relation qui était secrète. On devait être fidèle à la femme. Le Moyen-Âge, peut-être, pour exagérer, le berceau, n'est-ce pas, si vous voulez, du féminisme, n'est-ce pas, si vous voulez, avec la valeur, la place qu'occupait la femme, qui était, n'est-ce pas, supérieure au chevalier en tant que tel, et qui, n'est-ce pas, devait, n'est-ce pas, si vous voulez, comment dire, être à son service, n'est-ce pas, si vous voulez, sans réfléchir, c'est figé, c'est acté. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est n'est-ce pas, des scènes de violence, de violence physique et morale. Vous avez vu les motifs, n'est-ce pas, si vous voulez, qui sont là pour soutirer de l'argent tout simplement avec une société matérialiste, mais de l'autre pour tout simplement, à défaut de soutirer de l'argent, c'est pour tirer le plaisir du fait de voir l'autre, n'est-ce pas, si vous voulez, souffrir tout simplement. Alors, donc, c'était un peu ce que je pouvais ajouter véritablement pour répondre à votre question, entre autres exemples. Peut-être que le temps fait défaut. Donc, le Moyen-Âge peut éclairer bel et bien les temps modernes. Merci beaucoup, professeur, pour ce tour d'horizon historique et littéraire. Merci à notre réalisateur, Suleiman. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission dans études littéraires et linguistiques.